Alors bonjour à toutes. On m'a demandé de faire un cours sur le rapport parental qui va avoir des conséquences sur le plan marital. C'est-à-dire qu'on a des conflits peut-être entre mari et femme sur l'éducation de nos enfants, la façon de concevoir l'éducation de nos enfants, et donc le téléphone, j'allais dire le téléphone. Voilà. Et donc, il peut y avoir des conflits, d'accord? Soit qui peuvent on a des problèmes avec nos enfants. Et c'est qui peut organiser, qui peut orchestrer malheureusement des problèmes conflictuels entre mari et femme. D'accord? Sur la façon d'éduquer nos enfants, la façon de gérer nos enfants. Ouais, parce que des fois, il y a malheureusement des rébellions qui se créent à l'âge adolescent, on a du mal à gérer l'enfant. Aujourd'hui, on a encore plus de problèmes parce que, vu l'addiction qu'ils ont à certains jeux, des enfants qui travaillent pas, ouais, ou bien qu'il y a des enfants qui n'ont pas d'exemple à la maison. Mais Ouais. c'est très bien comme On exemple, peut, on peut. comme Oui, toi c'est pour ça que j'en aujourd'hui, parle. c'est en relation avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est Khadak Baruch, c'est pour ça que j'en parle. Et donc c'est pour ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir que ça vous fait plaisir. Je crois. Non, on va faire long, je crois. On va essayer de faire long. Alors, merci, ça y est, merci bien. Et donc d'expliquer que ça peut être dû soit à une mauvaise image qu'on peut renvoyer aussi, ou bien des façons de concevoir l'éducation de nos enfants qui est conflictuelle parce qu'on n'a pas la même façon de voir dans nos familles, dans notre couple. Et donc c'est vrai que ça peut poser problème de couple. C'est-à-dire que les gens peuvent, entre guillemets, ne plus se voir parce que chacun dit voilà, tu vois, ton fils, regarde ce qu'il fait de ton fils, c'est pas le sien, c'est celui de son mari ou c'est celui de sa femme. D'accord? On dit voilà, regarde tes enfants comme ils se comportent, regarde tes enfants, voilà. Et c'est plus les nôtres. Dès l'instant où ça va, c'est très bien, ce sont les nôtres, mais quand c'est plus, ça va pas, c'est déjà plus nos enfants, on les a mis de côté. Et ça peut malheureusement arriver à ce que ça crée des problèmes. Ça peut créer des problèmes. Alors, d'abord d'expliquer, il faut comprendre, comme on a souvent dit, qu'il faut comprendre la nature. D'abord, de comprendre la nature des gens. Alors, nos enfants ne sont pas des adultes. Et quelquefois, quand on est un rapport d'exigence, parce que nous, on n'a pas forcément réussi ce qu'on aurait voulu être. Et qu'est-ce qu'on fait? On reporte l'exigence qu'on aurait pu avoir, on aurait aimé avoir, on va la mettre sur nos enfants. Vous comprenez? Voilà. Et ça peut poser problème parce qu'on est, on est plus dans l'imposition que dans la proposition. On a expliqué, souvent on a dit que je pense que logiquement, ça n'est pas possible d'accepter qu'on nous impose. Vous comprenez? Voilà. On ne peut pas nous imposer parce que on doit avoir un jour cette liberté de faire un choix dans sa vie. Et lorsqu'on nous prive de ce choix, alors on a l'impression on est manipulé, on est des pantins, on est des marionnettes, on n'existe pas. On a souvent dit dans les cours que ce qui nous qualifie essentiellement comme être humain, c'est la capacité à décider. Ça va? De choisir. Voilà, j'ai choisi. Si j'ai raté, j'assume. Si j'ai réussi, je suis heureux. D'accord? Mais il faut choisir. Et le problème qui peut exister dans le chinour, dans l'éducation, c'est de mettre en place quelque chose qui va, entre guillemets, soit s'adapter à l'enfant, soit qui va le mettre dans la problématique d'accepter d'être cet enfant. C'est vrai. C'est pour ça que je dis au départ, il faut faire attention parce que évidemment, il faut partir du principe qu'un enfant, il doit s'acclimater à un certain style de vie. D'accord? Et comme il doit s'acclimater à un certain style de vie et qu'il doit forcément, il faut qu'il fasse les mitzvot, il faut qu'il s'engage à être quelqu'un de cachère, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit. Et ça commence très très tôt parce qu'à partir de l'âge de 13 ans, selon la Torah, il devient adulte. Ça veut dire qu'il est un enfant responsable. Maintenant ça, c'est ce que la Torah exige de l'enfant. Voilà, maintenant tu sais, on le félicite, on lui fait la bar mitzvah, on lui fait la bat mitzvah, tu es à l'âge de 12 ans déjà, tu es mature, tu es une femme. Ah ouais, d'accord, elle est une femme, et donc c'est vrai, c'est pas évident de pouvoir faire qu'une jeune fille de 12 ans, elle puisse s'assumer comme étant une femme, comme une femme responsable. Et il faut aussi savoir, on a expliqué que, comme ça la Gemara Sanhedrin explique, que le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'être humain qui fait partie de l'être, il est né le jour, il est rentré en nous le jour de notre naissance. Alors que le Yetzeratov, le bon penchant, la moralité, la fraternité, la bonne conduite, la bonne morale, le bon sens, ça va commencer à se développer à partir de l'âge de bar mitzvah ou de bat mitzvah. La fille elle a 12 ans, elle commence un peu à... Mais en vérité, c'est pour ça qu'à ces âges-là, il y a des conflits. Vous comprenez pourquoi? Parce que tout s'oppose.
C'est-à-dire que dès l'instant où on rentre dans les mitzvot, forcément il y a une animation du Yetzirah. C'est obligé. Obligé. C'est à partir du principe que quand vous faites des mitzvot, le Yetzirah il n'en veut pas de vos mitzvot. Il veut surtout pas que vous en fassiez. Hein. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un acharnement qui va s'opérer à ce moment-là. Ça peut expliquer le fait du décalage, vous voyez, que tout à coup nos enfants ne nous écoutent plus. Ça va, nos enfants se rebellent. Comment ça fait que avant ils étaient aussi gentils et tout à coup à l'âge de 12-13 ans, ça commence à se rebeller. Jusqu'à l'âge de 18 ans, ça commence à... Pourquoi c'est à ces âges-là que ça commence à se rebeller? Parce qu'ils rentrent dans le monde des mitzvot. Parce que monsieur ou madame, elle veut être indépendante. Parce que tu m'as sevré, c'est gentil, merci maman, merci papa, maintenant laissez-moi tranquille. Maintenant, il faut comprendre que ça fait partie d'une phase obligatoire de l'évolution d'un enfant. Et heureusement que c'est comme ça. Parce que si vous vous dites, mais attends, j'ai pas compris, mais tu me respectes pas, mais je suis ta mère, et je suis baba, et comment tu me parles comme ça, et pour qui tu te prends, et tu vas commencer à m'écouter, et on va s'acharner. En fait, on va risquer de faire qu'on va casser. On va casser parce que si tu m'écoutes pas, ça va pas aller. Et je vais casser la capacité de, on va dire entre guillemets, de rébellion, mais qui se traduit en fait par une indépendance organisée. Il veut être indépendant, elle veut être indépendante, elle veut exister par elle-même, il veut exister par lui-même. Et moi, j'ai pas compris en fait, j'ai cru qu'il était contre moi. Et donc je l'ai cassé, je l'ai frappé, je l'ai fait ce qu'il se discipline à m'écouter. C'est moi sa mère, c'est moi son père, c'est moi. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais casser la capacité d'autonomie de l'enfant. Et le problème, c'est qu'il va arriver à 30 ans, il n'est toujours pas marié. Et tu crois que c'est ça qu'il faut? Et tu crois que papa, qu'est-ce que je dois faire? Et En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il n'a jamais pu voler de ses propres ailes. Il n'a jamais pu décider. Il n'a jamais pu faire qu'il est toujours. Et c'est des enfants qui vont être tout le temps, entre guillemets, couvés, mais qui n'auront jamais la capacité, le ressort qui a été cassé, de pouvoir réagir, de pouvoir se juger, de pouvoir décider. Et c'est dangereux, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait en sorte qu'à un certain âge, il y ait une forme de rébellion qui s'organise. Donc c'est pas contre vous. D'accord? Mais non, lui, il ne le sait pas. Parce qu'il dit, mes parents, ils ne comprennent rien. Ils sont au Moyen-Âge. Vous avez compris? Voilà, vous, à votre époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. En fait, ce sont des prétextes pour, en fait... il pense qu'il détient la vérité. Mais c'est une manière pour lui de se libérer de vous. Mais c'est pas négatif en soi. Parce que quelque part, vous êtes intelligent, vous avez compris. Vous savez bien que vous êtes passé par ces âges, on a peut-être oublié, mais quelque part, c'est nécessaire qu'une personne atteigne son niveau d'indépendance un jour. Pas qu'elle dise papa, maman, et j'ai besoin de toi, et j'arrive pas à me déplacer sans toi, et je vais prendre des cannes, mes cannes c'est mon père et ma mère. Non, il faut qu'un jour on puisse se déplacer par soi-même, et ça c'est important que vous le compreniez. Donc, vous l'avez compris, vous savez comment ça fonctionne, cette rébellion. Vous pouvez lui dire, quand il va faire des folies, vous dites écoute mon chéri, là tu vas trop loin, d'accord? S'il va commencer à, je sais pas moi, il va vouloir fumer, il va vouloir prendre des trucs, là il faut être rigoureusement un truc. Il y a aussi des choses qu'il faut expliquer aux enfants, qui est des nouveaux phénomènes que nous on n'a pas vécu, on n'a pas eu ces problèmes, mais qui existent aujourd'hui, c'est le téléphone. Voilà, le téléphone, c'est pas un téléphone. On est d'accord? C'est plus un téléphone. Avant, on avait un téléphone, il n'y avait rien dedans, prenez des photos, un maximum. Et aujourd'hui, il y a le monde entier, pas le dentiste qui vous dit comment va votre monde entier. Non, c'est pas ça. Non, c'est le monde entier. Ouais. C'est pas que le téléphone, il a une dent contre vous, hein, c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'il a le monde entier dans la main. Il a tout dans la main. Et donc, qu'est-ce qui va se passer de la nuit? Il va se réveiller. Il va jouer au poker avec ses copains, par internet. Après le matin, vous voyez, il est fatigué, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon. Et le problème, c'est qu'en fait, il est dépendant. Il devient carrément addict à ça. Et c'est très dur. Et ce qui est dur, c'est de le priver de ça. Parce qu'il va dire, il va avoir l'impression qu'il est marginalisé, qu'il n'est pas comme tout le monde. Ses copains, ils ont tous un iPhone 19,4. Et lui, il a encore le Nokia de sa grand-mère. Ça va? Et ça pose problème. C'est vrai que ça pose problème. Parce qu'il va se sentir en décalage, il va se sentir humilié. Il n'est pas comme tout le monde, vous avez compris? C'est comme la mode. Bon. Si aujourd'hui, je vous demandais de vous habiller comme, je sais pas moi, comme Marie-Antoinette. Vous vous rappelez avec les tutus, les trucs, vous sortiriez comme ça dehors? Bon, mais je vous rappelle qu'un vêtement, c'est pour se couvrir, hein, c'est pas grave. Bon, mais on peut pas, c'est pas possible. Si demain la mode, c'est le violet, on va tous s'habiller en violet. Hein? C'est fini le vert, vous comprenez? C'est fini le vert. Donc ou alors après, la mode, c'est le marron. Alors il faut tout en marron, mesdames, marron. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est aspiré. Pourquoi on est aspiré parce qu'on ne veut pas être différente. On ne veut pas qu'on nous regarde de façon différente. On ne veut pas être marginal. On ne veut pas.
C'est vrai qu'on veut être originaux, mais on ne veut pas être différents. Alors on fait comme tout le monde, on s'habille comme tout le monde. C'est quoi la mode? Vous ouvrez je sais pas moi, les- les journaux et vous voyez, ben voilà, ça s'habille comme ça, on s'habillera tous comme ça, voilà, c'est comme ça fait partie. Mais c'est on est aspiré à ne jamais être différente. Jamais. Donc c'est pour ça que les gens ne se semblent. Et c'est plus fort qu'eux, hein. Ils ne peuvent pas se dissocier, c'est pas possible. Ou du moins, ils n'ont pas la maturité de l'accepter. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que le téléphone, c'est pas un téléphone. Ça va? Bon. Et que le problème, c'est que les addictions, c'est dangereux. Il y a des gens qui sont addicts au jeu, par exemple, ils se sont ruinés. Ruinés, ça veut dire qu'ils ont non seulement mis tout leur salaire dans le jeu, et ils ont mis le salaire de leur femme en cachette dans le jeu. Et après, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'argent. Et pourquoi? Parce que l'addiction faisant, c'est quoi l'addiction? C'est que tu as gagné une fois, mais il faut que tu récupères l'argent que tu as perdu pendant. Mais si tu étais un peu intelligent ou intelligent, tu te rendrais compte que tu as une chance sur combien de millions de gagner. Mais comme ça existe, alors les gens ils tombent dans le panneau. On va faire, je sais pas, le loto européen, là, je sais pas comment il s'appelle. En Europe, il y a combien de millions de personnes? Bon, bah toi, tu as la chance du milliard, quoi, de trouver la bonne boule, ça va? Bon, bon. En fait, tu risques plus de perdre que de gagner. Mais comme si tu gagnes des millions, des centaines de millions des fois, c'est attirant. Mais tu penses que tu vas gagner. Et tu penses que et tout ce que tu as dépensé jusqu'à présent, tu vas le récupérer. Parce que tu as dépensé 10 000 euros, mais tu vas les récupérer avec les 6 millions que tu vas gagner. Évidemment que tu vas récupérer tes 10 000 euros. Qu'est-ce que c'est que 10 000 euros devant 150 millions d'euros? Et le problème, c'est que les gens, ils sont certains qui vont tout récupérer. Ils sont addicts, ils deviennent fous, ils mettent tout dans, ils mettent des 500 euros, des 1000 euros. Mais c'est vrai, dans le jeu, c'est vrai dans tout, c'est comme ça. Et on se rend compte que le téléphone, c'est un problème. Donc il faut dire aux enfants, il faut dire aux jeunes, il dit, tu sais quoi? Le problème, c'est que tu vois, dès qu'il y a un bip, tu prends ton téléphone. Et ça te coupe avec la réalité, ça te coupe avec. On est à table, d'accord? Au lieu de partager sur le plan familial quelque chose qui est de retrouver nos enfants, retrouver. Ils sont tous avec leur téléphone comme ça autour de la table. Et personne ne se parle, et personne. Ce qui est un moyen de communication devient un moyen de trancher la communication. Bah oui, non, le téléphone c'est fait pour communiquer, hein. Mais il n'y a aucun lien de communication entre les personnes. Les gens ils sont absorbés, c'est ça qui est dangereux. Donc il dit, nous je veux retrouver mon enfant, je veux retrouver. Donc quand on a compris ça, alors ce qui va se passer c'est qu'on va s'énerver. Parce que mais tu te rends pas compte, mais je te parle, t'es où là? Et qu'est-ce que tu fais la nuit? Et qu'on va s'énerver, en fait, sans comprendre fondamentalement qu'il est tombé dans l'addiction. Donc ce que je veux faire avec lui, c'est lui expliquer, écoute chérie, ton avenir il va se détériorer par le comportement que tu as au présent. Tu vas rater l'école, tu vas rater ta vie, tu vas rater la concentration, tu vas perdre beaucoup de choses. Ce que tu gagnes, c'est que tu t'amuses. Ce que tu perds, c'est ça que tu vas perdre. C'est que tu vas perdre tout ce qu'on investit pour toi, tout ce qui a été organisé depuis des centaines d'années déjà, parce que ta scolarité, le fait que tu aies des professeurs compétents, le fait que tu étudies la Torah, le fait que c'est ce qui va te servir dans ton futur, c'est ce qui va nourrir ton futur, c'est ce qui va organiser ton futur. Et là, ce que tu fais aujourd'hui, étant donné que tu es à l'âge avec. Le problème, c'est que cet adolescent, il n'a pas forcément accepté d'être l'étudiant. Puisque manifestement, qu'est-ce qu'il fait? Il n'étudie pas, il est dans son lit le soir et qu'il s'amuse avec son téléphone. Le problème, c'est qu'il n'a pas compris fondamentalement, il n'a pas accepté fondamentalement ce qu'il aurait dû être. Et ça, il n'a pas accepté, donc c'est pour ça qu'il joue avec sa vie. Il fait un peu tout et n'importe quoi, il va commencer à fumer. Il dit oui, mais parce que vous avez compris, la cigarette c'est déstressant, parce que quand je suis en stress, j'arrive pas à gérer, ben je fume. Je dis Razak ou Balour. Donc tu as trouvé un moyen qui en fait qui met fin à ta vie un jour, c'est ça que tu as choisi. D'accord? Ou alors tu dis non mais moi c'était pour jouer, hein, je fume parce que voilà, c'était pour montrer que je suis un homme, vous comprenez, je fume, j'ai compris, donc tu t'amuses avec ta vie en fait. C'est ça le problème, c'est que tu as trouvé des moyens de distraction qui vont à l'encontre de ton existence. C'est marqué dans le paquet, ça tue, bah ça va, ça tue les autres, ça tue pas. Donc c'est-à-dire que tu es tellement absorbé par le désir de fumer que tu oublies que c'est dangereux. Donc vous avez compris, vous lui expliquez simplement qu'il est simplement en décalage. Alors soit c'est faux, donc tu mets une barre dessus, soit tu es faux. Il faut choisir, soit c'est faux, soit tu es faux. Vous avez compris? Et donc quand on est en accord avec, quand on discute avec, quand on n'est pas dans l'agressivité, mais dans l'accompagnement. Parce que si vous dites non, c'est comme ça, mais je suis ta mère, d'accord? Et tu es écouté ta mère et on s'énerve, en fait, quand on s'énerve, on met en difficulté la personne. Parce que la difficulté, c'est que je suis obligé d'accepter. Et comme je suis un adolescent qui n'accepte rien, alors on va rentrer en conflit. Et les mamans qui n'ont pas compris ce principe, et elles se mettent en conflit avec leurs enfants, alors qu'il n'y a pas de problème. Mais elles se mettent en problématique, ça va? C'est comme avec leur mari ou avec leur femme. Un mari avec sa femme, il est dans l'agressivité.
Mais l'agressivité, ça n'a jamais fait accepter quoi que ce soit. Et s'il accepte, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il est fragile, ça veut dire qu'il est soumis, ça veut dire comment on veut dire. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut jamais être dans l'imposition. Parce que si moi, on m'avait obligé à faire quelque chose, c'est ce que j'aurais accepté, moi. Non, alors pourquoi vous obligez les gens à faire? Il faut inviter à faire, montrer comme c'est beau de faire, comme c'est grave de ne pas faire. Ou comme c'est dégradant d'accepter une situation pareille. Vous avez compris? Et donc, on est plus dans la compréhension et dans l'accompagnement que dans le contraire. Donc ça, c'est vrai. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'une famille, c'est une centrale nucléaire. C'est pas moi que ça. D'accord? Ça veut dire que c'est explosif. Ça veut dire que quand ça va pas, on est dans l'extrême. Quand ça va pas, on va tout de suite parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a respect de soi, parce qu'on aime. Voilà. Et quand on aime, quand on aime, on a peur. On a peur que ça marche pas. On a peur d'être déçu. On a peur de ne pas réussir à être la vraie maman pour ses enfants ou que l'enfant me déçoive. C'est comme ça que ça fonctionne, mais parce qu'on aime la personne. Donc il faut aussi partir du principe que quand on aime, il va y avoir, des contrastes qui vont se créer, qui vont faire que malheureusement ça peut détériorer la situation. Mais j'en suis victime parce que j'aime mes enfants, je crée une tension énorme. Et les enfants ne comprennent pas ce que vous faites parce qu'ils disent mais je comprends, mais qu'est-ce qu'elle a ma mère, ma voisine, sa maman, elle est super gentille avec moi et ma mère elle est carrément c'est la police, quoi, vous avez compris. Et le problème, en vérité, ce que les enfants ne comprennent pas, c'est qu'on met une pression sur eux, qui en fait, on le fait par amour, on le fait parce qu'on a peur pour eux, mais ils ne le comprennent pas, eux. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu es tellement tendu? Pourquoi tu es... Alors il faut expliquer à vos enfants que vous êtes la maman. C'est vous qui avez la responsabilité, c'est vous qui avez la pression sur la tête, c'est vous qui avez envie qu'ils réussissent. Et cette tension, elle est permanente. Sur vous, elle est permanente. Donc, quand j'ai compris la tension que j'ai, mais vous pouvez même vous amuser à faire l'inverse. Vous dites comme ça, voilà, moi je suis la mère et toi moi je suis l'enfant et toi t'es ma mère. Voilà, et moi je te dis, voilà, ce soir, maman, je te l'ai pas dit, mais je vais jouer au poker avec mon copain sous le drap. D'accord? Il dit, t'as pas de chance, hein? Je dis, pourquoi? Je m'appelle Sandra. Donc tu peux pas, il n'y a pas de drap chez moi. Mais non, il va faire ça. Il dit, est-ce que tu accepterais que je fasse ça tous les soirs? Vous proposez à vos enfants d'être des mamans. Est-ce que tu accepterais, parce que demain, tu sais dans quel état je vais être, hein, pour aller à l'école, ça va pas être facile. Est-ce que tu accepterais, toi, maman, que je sois, alors que vous êtes c'est l'enfant? En fait, de le mettre à votre place, ça lui permet de se responsabiliser, de se rendre compte de sa folie, quoi. Est-ce que tu aurais accepté? Voilà. Voilà. Ou alors, je vais sortir ce soir, où tu vas? Je vais à la gare du Nord. Bon, à quelle heure? À 23h. Là-bas, c'est la drogue. D'accord, exactement. Alors, tu dis toujours non, tu n'es jamais d'accord. Bon, ben, moi, voilà, on inverse. Voilà, moi, je suis ta mère et toi, tu es mon fils. Ouais, d'accord. Pardon, je suis ton fils, je suis l'enfant et je te dis, voilà, je vais sortir à 23h à la gare du Nord, là où tu sais où on va. Est-ce que tu serais d'accord si tu m'aimes, tu me laisses partir ou pas? Il attend de voir. Ah, vous avez compris? Bah, si tu m'aimes, ah oui, effectivement, j'aurais peur pour toi. Et ben, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, quand vous le mettez à votre place, il se rend compte de la responsabilité que vous avez et de l'intensité et de la tension qui existe sur vous parce que vous êtes responsable de vos enfants. C'est pas grave de les mettre à la place. Au moins, ça leur permet d'avoir la conscience de ce qui se passe. Oui, parce que les problèmes, en vérité, c'est on n'arrive pas à trouver des moyens pour adapter la situation. Alors on va s'énerver avec son mari. Pourquoi tu leur parles comme ça? Pourquoi tu es trop gentil ou tu es méchante? Ou des fois on inverse. Vous avez compris? On voit que son mari il est un peu en dilettante. Ouais, il est soit un peu cool avec eux et la mère elle est tendue. Alors que c'est l'inverse qui devrait se passer. C'est la mère qui devrait apporter, le père qui devrait être pris dans la rigueur, c'est-à-dire dans la limite de ce qu'il devrait faire. Et le père et la mère elle devrait attendrir un peu plus le mettre d'affection. Hein? Et c'est dangereux parce que on peut faire des inversions, donc il faut faire attention. Donc il faut que le père il soit aussi, c'est marqué dans la Gemara, qu'on doit honorer son père et sa mère. Moi, son père avant sa mère. Pourquoi on doit honorer son père avant sa mère? Parce qu'on le craint plus qu'on ne le Parce que la Gemara dit parce que naturellement on craint plus son père. C'est-à-dire quoi craindre son père? C'est que la structure, c'est le père. Celui qui met des règles, c'est le père. D'accord? Le chinour, c'est le père. La mitzvah de Chinour Minat Torah, c'est le père. D'accord? D'accord? Donc ça veut dire que c'est lui qui va mettre. Après, maman, qu'est-ce qu'elle fait? Papa, il est dur. Maman, elle vient, elle comprend ses enfants. Parce que la Gemara dit pourquoi il y a marqué Ish Imo Vavitiraou, Ish Imo. Sa mère et son père, vous craindrez. Parce que la mère avant le père de craindre. Parce que naturellement, une mère, elle comprend ses enfants. Elle parle avec eux.
comme ça dit la Mishad Lato Bidvarim. C'est-à-dire qu'elle comprend ses enfants, elle parle avec eux, et donc, et comme il y a communication, donc il y a respect. Quand on vous parle, c'est qu'on vous respecte. Si on ne vous parle pas, ou si on est dur avec vous, c'est qu'on ne vous respecte pas quelque part, c'est vrai. Et donc, si mon père il est tout le temps derrière moi, j'ai l'impression qu'il ne me respecte pas. Alors je vais peut-être un jour me rebeller contre celui qui ne me respecte pas, ou un jour je ne l'écouterai plus. Parce que ça va une fois, ça va 10 fois, ça va 30 fois, mais c'est bon. Ça fait 100 fois déjà qu'il me dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et ça va, j'existe, d'accord. Et donc le problème, c'est que dans l'imposition, on ne s'épanouit pas dans l'imposition, vous comprenez ou pas? Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, pour ça qu'il y a un équilibre entre un homme et une femme. L'équilibre, c'est que le père apporte la structure, la mère, elle met le contenu. Le désir, le côté romantique, le côté émotionnel de la vie, le côté comment dire, et si malheureusement papa il joue pas son rôle, c'est maman qui va jouer la dure, et on va pas dire qu'une mère elle va tout le temps être de pas non plus mettre des règles aussi, il faut mettre mais ça veut dire quelque part elle n'est pas forcément faite pour ça, ça va, voilà, on n'est pas de même nature, donc respectons ce que nous sommes et que chacun il puisse engager dans la vie de chacun, dans la vie des enfants, quelque chose qui va faire que c'est ça qui va les épanouir. Il faut partir du principe qu'un enfant il suit ses parents naturellement, il veut ressembler à papa. Donc on doit être des bons exemples. On doit être des bons exemples. Et sachez que vos enfants, ils vous regardent en permanence. Tout fait des gestes, toute contradiction, c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'on sait ce qu'on renvoie comme image. Après, il ne faut pas s'étonner que les enfants ils fassent des choses qui nous contredisent ou bien qui nous dérangent parce que ils disent moi, je fais comme maman elle a dit. Ou quand vous voyez des gens, vous leur dites mais c'est pas la halakha. Je dis comment c'est pas la halakha, mais on n'a jamais vu ça chez nous. On n'avait jamais vu ça chez nous, jamais on a fait comme ça. C'est-à-dire que pour la référence, c'est les parents. La référence, c'est ce qu'on fait à la maison, vous comprenez? Donc tout s'apprend à la maison. Tout se construit à la maison. Donc on est à la fois des exemples, et à la fois on est le rapport, la logique, la façon de concevoir aussi, c'est comme ça. C'est comme une fois, il y a un enfant, il ne travaillait pas bien en Kodesh à l'école, et le directeur, donc il a convoqué l'enfant. Bon, après qu'il ait parlé avec lui, il a convoqué son père. Il a dit, vous avez remarqué, ces notes en Kodesh, ça va pas, ça a baissé. Il dit, vous savez pourquoi? Il dit, ben, je comprends pas, je sais pas pourquoi. Il dit, bah, vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit un jour, on était à table Shabbat, et il voulait dire un Dvar Torah. Et vous lui avez dit, attends, maman va servir la Dafina. Il l'a bloqué. Alors attendez, mais c'est pas qu'il a bloqué, c'est logiquement il a dit, bah, donc la Dafina c'est plus important que la Torah. Ouais, vous avez compris ce qui se passe? Et donc il dit, bah la Torah, le Dafina c'est plus important, donc ça veut dire, papa il m'a dit clairement, il vaut mieux que tu manges d'abord, mange bien chaud avant de. Et ça veut dire qu'en fait, dans la logique, vous avez compris, en fait on ne se rend pas compte, mais nous, mais ne pas du tout, Shalom, mais bien sûr que la Torah c'est prioritaire sur la Dafina, mais nous comme on l'a mis en priorité, ouais, on aurait dit, excuse-moi, c'est très important ce que tu vas dire, super important, mais on doit aussi respecter Shabbat, et tu peux très bien dire ton Dvar Torah après, etc. Là, il n'y aurait pas de contradiction. Mais comme il a dit, non, on va faire la Dafina. C'est-à-dire, tu vas pas nous saouler avec ton Dvar Torah, il y a la Dafina d'abord. Vous avez compris ce qui se passe? En fait, on ne se rend pas compte, nous, parce que la façon dont c'est interprété par celui qui l'entend n'a rien à voir avec celui. Partez du principe qu'un enfant, c'est une feuille vierge. Il n'y a rien dessus. Donc, tout ce que vous dites, c'est pris en charge. C'est pris en charge. C'est compris comme ça vient. C'est comme le matin, l'enfant il part à l'école, d'accord? Et sa mère, elle lui dit, hier ton pantalon, tu as revu, le pantalon déchiré. Écoute, je t'ai mis un petit goûter dans tout. C'est pas pour le donner à tes copains, ça va? Etc. Et à la fin, je dis, bon, écoute tes professeurs quand même, parce que j'ai eu des plaintes. Vous savez comment ça s'est passé? Je lui parlais de son pantalon, je lui parlais de la nourriture, je lui parlais de. Etc. Et après, non, pas mélanger, j'ai mis la priorité sur son pantalon. Et après, j'ai dit le petit goûter, je t'ai donné un goûter. Donc fais attention à ton goûter, fais des machins. Et à la fin, je lui ai dit, écoute, faut être plus attentif au cours quand même. Vous avez compris? Mais ce que je ne me suis pas rendu compte, c'est que j'ai mis la priorité d'abord sur ça et après sur ça. Donc lui, comme il est logique, il va dire, bah, la priorité, c'est le petit goûter. Ah oui, d'abord goûter, et après dans la hiérarchie, il y a le professeur. Vous avez compris ce qui se passe? Et on ne se rend pas compte, c'est comme ça. Mais il faut partir du principe que c'est vierge. Donc tout ce que vous dites d'abord, c'est ce qui est essentiel. Après, parce que la mémoire faisant, il ne va pas se rappeler forcément de la troisième chose, il va se rappeler de la première. Et indépendamment du fait que si vous avez dit la première et vous avez été intensif sur la première, c'est que c'est la plus importante pour lui. Et après, c'est de moins en moins important. C'est comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, parce qu'après on s'étonne que monsieur, il a un décalage. Ou quand à un moment donné, on a des enfants très dociles, vous allez regarder comme il est gentil, tout ce que je lui dis, il le fait, et à un moment donné, il se rebelle, on ne comprend rien.
Il dit, mais je comprends plus cet enfant, je comprends pas ce qui se passe et tout. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas vraiment, on a eu tellement peur et c'était tellement efficace d'imposer, parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer, vous comprenez. Parce que quand je m'énerve, ça y est, c'est directement réglé. Mais quand je me suis énervé, il a plus de peur de ce que je vais lui dire, de ce qu'il aurait dû comprendre. Et on fabrique des enfants qui sont à l'image de ceux qui ont, quand en fait on aura noué leur cerveau, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de réfléchir. Ça ne sert à rien de faire, il faut appliquer. Et comme on est dans l'efficacité de l'application, alors on va tout de suite mettre de la rigueur. Il faut te lever le matin, la tefila. Il faut machin. Mais comment tu oses te lever si tard? Et comment tu machin? Et ce qui se passe, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on n'a jamais expliqué au fond. On a tout le temps mis. Ou alors, si tu te lèves pas la tefila, celui qui se lève pas, il paye 5 euros. Voilà. Celui qui n'étudie pas, il paye tant et tant. On va mettre des amendes. Comme à la police, on met des amendes. Ça veut dire que ou alors je vais dire, eh ben, t'as pas étudié ce truc, eh ben, tu vas étudier, quand les autres iront jouer, tu vas étudier toi. Voilà, on punit avec en fait, ce qui va faire de lui quelqu'un qui va être valorisé par l'étude. On punit, on prend le bâton c'est l'étude. Mais non, le bâton c'est le plaisir, l'étude c'est le plaisir, l'étude c'est ce qui va lui permettre d'avoir les connaissances et avoir un peu les compétences qu'on espère de lui. Donc on ne punit pas avec ça, ça va? On ne punit pas. Donc on est plus dans l'approche positive et dans l'approche de plaisir que dans l'approche restrictive et dans l'approche de la peur. Parce que quand on a peur, voilà ce qui se passe. Et ce qui risque de se passer, parce qu'on n'est pas, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord dans la manière dont on a éduqué nos enfants. Ça veut dire que maman elle voudrait ça, papa il voudrait autrement, et les conflits qui vont exister, malheureusement, c'est que quand il y a des décalages dans les couples, sur le plan religieux, on va dire, ça va poser problème. Parce que quand madame elle est plus religieuse que son mari, ou l'inverse, madame elle veut que son fils aille à l'école juive et l'autre il veut pas du tout, ça lui coûte trop d'argent, ou je sais pas quoi, en fait, et pour des raisons économiques, il dit mais moi-même j'ai pas été à l'école juive et je regarde comment je suis religieux, donc c'est pas grave, en fait on ne se rend pas compte que c'est des miracles après derrière, hein. Aujourd'hui, surtout dans les fréquentations qu'on a aujourd'hui dans les écoles non juives, où il y a tout et n'importe quoi, c'est très compliqué, on le met en difficulté, on le met en porte-à-faux. Et comment voudriez-vous qu'un jour il choisisse alors qu'on ne lui a pas permis de choisir? Parce que maintenant qu'il a vécu dans ce milieu-là, c'est très difficile de se retrouver dans un milieu qui n'a rien à voir. Donc là, on espère qu'il va s'adapter, on espère qu'il va faire teshuva, on espère que je sais pas quoi, et ça pose problème. Donc il faut être cohérent et cohérent tous les deux, on doit se savoir. On ne le fait pas pour soi, on le fait pour l'enfant. Et donc c'est très important qu'il y ait du dialogue. Que c'est très important que, même si on a affaire à une difficulté, parce que les gens, il faut partir du principe que les gens n'accepteront pas ce que vous allez dire, parce que chacun en a ses idéaux, chacun en a son amour propre, chacun en a sa façon de cultiver et de réfléchir dans la vie, d'accord? Et quand on s'adresse à des hommes et quand on s'adresse à des femmes, c'est pas pareil, d'accord? Partez du principe, je vous ai souvent dit, que l'homme que vous avez en face de vous, c'est l'enfant que vous aviez dans la cour de l'école. C'est le même en fait. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faisait dans la cour de l'école, votre mari? Ben, il jouait, mais il jouait pas seulement, il voulait montrer qu'il était le plus fort. D'accord? Et je vais te montrer, il va se bagarrer avec l'autre pour lui montrer qu'il est le plus fort et jusqu'à ce qu'il le batte. Voilà, c'est comme ça. Donc vous partez du principe, votre mari, c'est un compétiteur. Voilà, il veut toujours gagner. Donc quand vous lui dites un reproche, vous l'avez fait perdre. Et il faut qu'il gagne. Il dit, ah bon, tu crois que tu vas gagner? Ben, tu rêves. En fait, il ne vous le dit pas comme ça, mais il va dire, non, c'est pas comme ça. Voilà. En fait, il va vouloir défendre. Même s'il a tort, il va dire, non, mais j'ai raison. Parce qu'il faut qu'il gagne, vous comprenez, il faut qu'il gagne. Donc quand vous rentrez dans la confrontation, vous rentrez dans la compétition. Et la compétition, ça ne va pas marcher. D'accord? Ben, la solution, c'est pas de rentrer dans la compétition, c'est de rentrer dans la capacité à savoir que de toute façon, c'est un compétiteur. Alors on ne fait pas de compétition. Comment je lui dis? Je lui dis, ben écoute, il va vous dire, on fait comme ça, comme ça. Tu as sûrement raison. Hein. Le problème, c'est que si c'est comme ça, voilà ce qui va se passer. Tu es d'accord avec moi? Vous savez comment j'ai fait? Donc j'ai dit, tu as sûrement raison. Mais, donc je ne suis pas rentré dans la compétition, je lui dis, tu as raison. Je dis, ah ouais, d'accord, si j'ai raison, ah, d'accord. Mais si tu as raison, voilà, alors, on va faire comme tu dis, ah, tu as raison, c'est sûrement plus intelligent, donc on va faire comme tu dis. Mais ce que tu dis, bon, alors finalement, il va se passer ça, il va se passer ça. Est-ce que tu penses que c'est la solution? Vous avez compris? En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai respecté l'autre. Alors que dans le général, on est sous les nerfs. Parce qu'on veut absolument que ça s'arrête. Vous avez compris? Donc en fait, on met plus les midotes en avant que la pensée en avant. Et quand on met les midotes, tout de suite, où il y a un truc qui ne va pas, tout de suite on va se... Parce que ça contredit tellement de choses. Quand les gens sont émettes, ils sont vrais, ils ne supportent pas ce qui est faux.
Vous avez compris? Donc vous allez penser que vous avez absolument raison, mais il est complètement fou, il dit n'importe quoi et vous allez vous énerver. Ça va? Un petit peu comme c'est marqué dans la Gemara, que quand on est dans l'extrémisme, par exemple vous avez Rabbi Shimon Bar Yochai, il va rester pendant 12 ans dans une grotte enterrée dans la terre pour étudier la Torah et ne pas, parce qu'il sait qu'au dehors de la grotte, il est en danger. Donc il va s'enfermer dans une grotte. Mais il va s'enterrer dans la terre parce qu'il ne voulait surtout pas salir ses vêtements, il fallait surtout pas salir ses vêtements pour faire la prière, vous comprenez? Il est d'un niveau d'exigence devant un Kadosh Baruch Hu qui est exceptionnel. Nous on aurait dit mais c'est pas grave, et ça va salir, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je prierai avec ce que j'ai, hein, j'ai pas le choix. Dehors c'est la condamnation à mort, et dedans j'ai ce que j'ai, voilà c'est la grotte, je vais dans la grotte. Il n'est pas du tout. Il y a une autre solution, c'est que tu te dévêtisses et tu t'enterres dans la terre. Et tu fais comme ça, et tes vêtements resteront propres, et toi, c'est pas grave, vaille, c'est une solution qui nous va, c'est ce qu'on aurait choisi évidemment. Et bien c'est ce qu'il a choisi lui. Bon, et ça a duré 12 ans. Et il a étudié la Torah toutes ses forces, au détriment de sa souffrance personnelle, pour la Torah, pendant 12 années de sa vie. Bon, après quand on lui annonce que César est mort et que le décret a sauté, il est content, il sort, il se rhabille, et hop, il sort. Et qu'est-ce qu'il voit? Il constate que les gens, le monde a changé. Les gens, ils labourent la terre. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils s'occupent de ce monde, mais il faut s'occuper du monde à venir, vous comprenez? Et donc, tout ce qu'ils vont voir, ils vont brûler. Et Hachem lui a dit, mais j'ai pas compris, vous êtes sortis pour détruire mon monde, retournez dans la grotte. Et ils sont retournés 1 an. Et ils ont dit, on dit des Rishaïm. Et le Gehinam, ça dure combien de temps? Pour le rachat, ça dure 1 an. Alors on va retourner en enfer pendant 1 an. Ils sont retournés en enfer pendant 1 an, ils sont retournés là-bas. Et où est-ce qu'il est rachat, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dit on est des Rishaïm à son fils. Rachat, ah bon? Mais tu es le tzaddik de la génération. Mais cette façon de penser, elle n'est pas bonne. Parce que tu vas détruire ce que tu vas voir. C'est pas parce que tu détiens la vérité que tu dois imposer la vérité. Parce que la vérité qui est la tienne n'est pas la vérité de l'enfant. La vérité de la tienne n'est pas la vérité de l'agriculteur. Tu vas lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas comment tu t'agricultes. Je dis, d'accord, mais si Hachem il a décidé que le monde il soit fait de gens qui vont s'occuper de ça, et pour ceux qui vont s'occuper de ça, et ceux qui étudient la Torah, ils vont permettre à ces gens-là de pouvoir aussi être dans la Torah, c'est ce qu'Hachem il avait décidé. Comme tu as un corps et tu as une neshama. Mais tu as un neshama, tu es Rabbi Shimon Bar Yochai, mais tu es la neshama du clan Israël. Et les autres, ce sont le corps du clan Israël. Tu peux te passer de ton corps, toi? T'arrives? Non. Donc on dit, non, je veux pas de ça, non. Donc tu détruis ton corps au détriment de ta neshama. Mais non, c'est pas possible. Donc il faut que tu sois capable de comprendre que tu es là pour accompagner. Tu n'es pas en marloquette, en discussion, en conflit avec ton corps. Tu n'es pas en conflit avec la réalité. Tu n'es pas en conflit. Tu adaptes ta vie ou tu adaptes la réalité en fonction de ce que tu penses pour la personne être le mieux. Alors tu vas lui dire, écoute, c'est super ce que tu fais, mais si tu pouvais étudier 1 heure par jour, ce serait bien pour toi. Mais tu dis pas, non, mais si tu laboures toute la journée, mais tu n'as rien compris à la vie. Et donc tu vas le détruire, alors qu'il n'est pas adapté à ce que tu lui proposes. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on a forcé les gens à faire. Hachem dit, sors de là, retourne dans la grotte. C'est-à-dire que toi tu es un phare, tu dois éclairer. Mais attention, lui tu lui donnes beaucoup de lumière, lui tu donnes un petit peu de lumière. Mais tu ne donnes pas la lumière à quelqu'un qui n'est pas capable de la supporter. Tu lui mets un spot sur la tête et tu dis, tu vois ce que je veux dire? Comme le matin je vous réveille, je vous mets une torche sur la tête, et dans le visage, je dis, alors, t'as pas vu qu'il est 6h du matin? Bon, il dit, ah oui, je n'ai pas remarqué. Et vous voyez que le soleil, quand il se lève, il n'arrive pas à... Mais il est gentil, Hachem, pourquoi il est gentil? Trop doucement. Parce qu'on ne force pas. Parce que quand ça éblouit, ça fait mal. Quand tu parles dur, ça fait mal. Ça, c'est pas. Part du principe. Je dis, mais moi, je bouillonne. Sache, quand tu bouillonnes, tu es Rabbi Shimon Bar Yochai qui est tout fait tout flamme et qui va tout brûler autour de lui. Mais c'est la vérité. J'ai compris, mais tu vois, mec, c'est la vérité. Et regarde ce qu'elle te fait, ta vérité. Donc on n'est pas dans l'extrémisme. On est dans. Tu as compris? Parce que le problème, c'est comme ça. On a du mal à gérer nos vérités. J'ai du mal à supporter la contradiction. Je ne peux pas, moi, vivre une Torah et voir que mon fils, il n'est pas comme ça. Ça me rend malade. J'ai dit, mais c'est momentané. C'est provisoire. Mais j'ai tellement peur qu'il reste comme ça, mon fils. Mais non, c'est la tranche d'âge, ma chérie. Entre 13 ans et 18 ans, c'est comme ça qu'il va vouloir machin. Toi, tu sais. Donc tu es patiente. Tu dis, voilà, je t'accompagne, chérie. Voilà. Je ne suis pas contre toi, juste que je t'aide. Voilà, moi, je suis là. Je ne suis pas là pour décider pour toi. Je suis là pour t'accompagner. Si tu as besoin de moi, je suis là. Voilà, j'ai 20 ans de plus que toi. J'ai de l'expérience. J'ai de l'intelligence. J'ai tiré des leçons dans la vie. Je peux t'aider. On a tous fait les mêmes erreurs. T'inquiète pas, on a tous été adolescentes et adolescents. Donc si simplement je pouvais être une confidente pour toi, simplement.
Quand je dis action, je suis sûr de mentir à ma mère parce qu'elle va me dire non. Donc, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on se cache et on ment à nos parents? Parce qu'on sait qu'ils vont de toute façon dire non. Ils sont radicaux, nos parents. Vous avez compris ce qu'il faut faire? Il faut avoir cette forme d'ouverture d'esprit en se disant, et c'est ça la différence entre le Baal Tchouva, on va dire, et celui qui a déjà l'expérience. Parce que le Baal Tchouva, il dit non, c'est où, blanc ou noir? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est où? C'est comme ça ou comme ça? Non. En vérité, tu comprends qu'il y a des nuances. Par exemple, bizarrement, après qu'Hachem, il ait détruit le monde, il a fait le Maboul, il a dit la prochaine fois, ça sera l'arc-en-ciel. C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est l'accord, le lien entre. Un arc-en-ciel, un arc qui a plusieurs couleurs. Oui. Vous avez remarqué ou pas? Oui. Est-ce que c'est blanc et noir? Non. Des fois c'est jaune, des fois c'est vert, des fois c'est. Oui, non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Quand Rabbi Shimon sort de la grotte, où les gens, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ou tu étais juste ou tu étais injuste. Blanc ou tout noir. Ou tout blanc ou tout noir. Il dit, ce monde ne peut pas tenir. On a dit, Hachem, il a dit, Bereshit bar Elokim et Hachem et Haaretz. Dieu crée le ciel et la terre. C'est quel Dieu qui crée le ciel? Quelle rigueur il a Hachem dans la création du monde? Elokim. La nature est intransigeante. Si un type il roule à 130 et il dérape, il va se prendre un platane. Le platane va dire, ah, c'est shalom. Il va se pousser, évidemment, le platane, il va se pousser pour laisser passer. La nature est intransigeante. C'est mathématique. Ça cogne, ça fait mal, ça... vous avez compris, c'est comme ça. Elohim. Mais bon, Hachem, il a vu que ça ne pouvait pas tenir comme ça. Alors il a créé un monde de Rachamim et Din. Vous voyez, c'est marqué Eletod Dotchem Varetz, Vei Baream, en les créant, Beyom, le jour, Asot, Hachem Elohim. Hachem Elohim, Eretz Veshamaim. Hachem Elohim. D'abord la Rachamim, la miséricorde, la pitié, et après la rigueur. Il a créé la terre et le ciel. Ça veut dire qu'il a créé un monde dans lequel il y a une conjugaison des deux êtres, des deux tendances. C'est-à-dire que tu es Rachamim et Din. Alors qu'en général, on dit, je vais être Din en espérant que je serai Rachamim. Je vais être Din avec lui, hein. Et quand il n'aura pas, il va comprendre. Et après il va me contenter, j'aurai plus lui. Alors, ce qui est l'inverse qui se passe. L'arc-en-ciel, c'est quoi l'arc-en-ciel? Il a créé l'arc-en-ciel, ça veut dire, dorénavant, tu vas savoir qu'il y a des nuances de couleurs. On n'est pas pareil. Ça va? Donc Hachem, quand il voit l'arc-en-ciel, il se rappelle, il dit, bon, j'espère qu'ils vont ils vont comprendre que la vie n'est pas blanc et noir. Il dit, je ne vais pas détruire le monde parce que vous allez voir l'arc-en-ciel. Mais j'aurais dû détruire. Mais pourquoi je vais détruire? Parce que vous êtes dans du blanc, du noir. C'est ou blanc ou noir. Donc si c'est pas blanc, c'est noir, ben je détruis ce qui est noir. Je détruis ce qui ne fait pas. Je détruis ce qui ne me plaît pas. Vous avez compris ce qui se passe? Comme à l'époque, je sais pas moi, de Sédom, Hachem, il avait dit la Gemara, c'était une région Sédom, c'est aujourd'hui la mer morte. C'est la mer morte. Bon, qu'est-ce qui vit la mer morte? Qu'est-ce qui vit la mer morte? Rien. L'eau est salée, donc il n'y a ni végétation, ni poisson, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce que les gens qui étaient là-bas, c'était des grands fauteurs. Et tellement c'était puissamment fauteur, qu'Aved Meod, c'était très très lourd, des grands fauteurs, qu'il n'y a plus rien qui peut vivre là-bas. Cette partie du monde, elle a disparu parce que les gens qui y vivaient ont fait que le monde ne pouvait pas exister. Pourquoi? Parce que c'était une région du monde qui était très 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 riche. Très très riche. La Gemara dit dans sa vie qui était riche. Et au détriment de la richesse, qu'est-ce qu'on a pensé? Nous, on a dit, puisque cette région est riche, mais nous, on vit dans cette région. Mais les gens, les étrangers vont venir chez nous, ils vont nous piller, alors on va fermer les frontières. Maintenant, on va vivre en autarcie, c'est-à-dire on va exploiter nos richesses. Mais cette philosophie de fermer pour soi, on est arrivé à Sédom. C'est-à-dire que si tu as ton envie, tu n'as pas, c'est pas grave. Mais je peux un peu de pitié? Non. Alors, un peu de pitié, bien sûr, un peu de pitié. On va donner 1 centime à monsieur le pauvre et on va marquer son prénom dessus. Parce qu'avec 5 centimes, il ne va pas pouvoir survivre, je vous rassure. Donc il va mourir de faim. Et quand il sera mort, on viendra récupérer nos centimes. Ben oui, c'est comme ça. Mais vous avez compris ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ou alors on va lui voler. On va venir, il a un étalage de raisins, on vole un grain. Et on est par milliers, on vole un grain. J'ai rien fait, je vole un grain, on est des millions. Donc on nous dit on ne partage pas, mais on s'arrange avec la Laura. On s'arrange. Ce monde ne peut pas exister. Parce qu'on n'a pas pitié des gens. On ne se met pas à la place des autres, etc. Vous comprenez? Et donc le problème, c'est ça. Donc ce monde ne peut pas exister. Il n'y a que du din, il n'y a pas d'arachamim.
je m'arrange avec la loi, vous comprenez? Ou alors je suis d'une façon rigoureuse, je dis, bah, écoute, t'as pas d'argent, c'est ton mazal, c'est ce que je te dis. Débrouille-toi. Mais t'as pas pitié de moi, non. Chacun sa vie, j'aurais pu être pauvre, mais tu vois, t'as pas eu la chance, dommage. C'est comme il n'y a pas de rachamim, on n'est pas dans l'équilibre, on ne cherche pas l'équilibre. Ce monde ne peut pas exister. Donc, il ne faut pas qu'on vive dans cette perspective. On n'étudie pas la Torah pour simplement savoir ce qui est écrit. On l'étudie pas pour dire les pauvres, ceux qui ont vécu à cette époque. Non, dire cette époque, elle peut exister un jour. Et elle peut réexister un jour. Parce qu'il il a été là, il peut revenir. Donc, on doit apprendre à pouvoir juger autrement, à pouvoir vivre autrement, à pouvoir considérer les autres autrement. Pas comme ils ont fait eux, mais nous, on va. Pas shelcha, shelcha, sheli, sheli. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. C'est équitable, on va dire. Mais le Pirkei Avot, il dit c'est Midat Sdom, ça. C'est la vertu qu'avait Sédom. Parce que si tu as, tant mieux, si tu n'as pas, ben c'est fini. On ne peut pas faire comme ça. On est des tzadikim, c'est-à-dire que si tu as manqué quelque chose, ma mitzvah à moi, c'est de te partager ce que j'ai pour toi. D'accord? On est dans les. Le monde n'est pas parfait, il est à parfaire. D'accord? Hachem, il a fait beaucoup, hein, mais il n'a pas fini. Et qui est-ce qui va finir? Mais c'est nous qui allons finir. C'est nous qui allons faire. Tu peux dire, là, je vis comme ça, je regarde, je vois les arbres, les trucs. Mais il fait froid, ah oui, il fait froid, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, le froid, c'est nécessaire pour tuer les microbes, mais bon, il fait froid. Ben, je sais pas, il fait quelque chose. Il faut agir. Donc il faut s'adapter, on s'acclimate à la situation. Et l'objectif au départ, je pense dans le Chinour, c'est de s'acclimater. De comprendre qu'on n'est pas des enfants, on sait qu'on est des adultes, et on sait qu'on a en face de soi des gens qui sont à construire. Alors je dis, ben, c'est efficace parce que moi je suis comme ça, moi je suis dur et tout. Alors c'est vrai que c'est difficile. Ou alors j'ai tellement construit des vérités que ça m'est difficile d'accepter le contraire. Mais sache qu'un enfant, il reste un enfant. Et donc il est en évolution permanente. Et il a aussi un Yetzirara. Il a aussi sa manière à lui d'exister. Et donc si tu n'arrives pas à adapter cette vie-là avec la tienne, ou que ton mari n'a pas compris, et que tu ne sois pas capable d'être, vous n'êtes pas en adéquation tous les deux, on n'a pas le même langage, on ne comprend pas la même chose. Alors avant d'avoir des enfants, c'est important de discuter avant. Ouais. Et pas que sur le champ, on puisse décider, alors qu'en fait, on sait que mon mari, il ne pense pas comme moi, et des fois, je peux avoir une tête de mule qui ne comprend rien, ou je n'arrive pas à discuter avec lui, donc on baisse les bras. Et c'est un problème, parce que ça, c'est au détriment. Donc, il faut savoir que si on n'arrive pas à s'équilibrer tous les deux, on aura des équilibres aussi familiales. Ça fait partie des évidences. Donc, avant, ou même si c'est pendant, mais au moins avant qu'on puisse commencer à avoir une relation parentale avec nos enfants, de discuter en couple, de savoir exactement qu'est-ce qui est le mieux pour nos enfants, qu'est-ce que si on est épanoui, ça va se voir et ça va donner envie. Il y a des gens, ils se disputent toute la journée, vous comprenez? Bon, est-ce que vous voyez un enfant qui voit son père et sa mère se disputer toute la journée, ça lui donne envie de se marier un jour? Non. Ben, si c'est pour ça, j'ai pas besoin. En fait, on ne sait pas pourquoi, mais inconsciemment, j'ai pas envie. Et quand on me propose, pourquoi? Elle est pas belle, il est pas joli, il a ce qu'il gagne. Que des prétextes en fait qui font que, et ça dure des années, on ne sait pas pourquoi, mais ce sont des blocages qu'on a au soi-même peut-être constitués parce qu'on n'a pas été des bons exemples pour nos enfants. Donc quand je le fais maintenant, je fais attention. Par exemple, j'ai quelque chose derrière ma femme, je peux le dire devant mes enfants. Et ils vont dormir, après je vais lui parler, d'accord? S'il y a des choses à régler, mais je ne veux surtout pas montrer que, bien sûr qu'il va y avoir des trucs. Ou alors, on va se disputer mais très violemment, ouais, et les enfants vont assister, et le matin, madame, gentille, ah bah tu vois, papa il a gagné. C'est comme, bah oui, parce qu'elle était contre lui, et puis finalement, elle est toute gentille maintenant. En fait, on s'est réconcilié parce qu'on a discuté. Mais ils ne le savent pas. Et le matin, il se réveille, il voit que. Donc il dit, bah papa, c'est lui le fort, et c'est la faible, maman, elle est la faible. Bah finalement, c'est lui qui s'impose. Et c'est des schémas qu'on arrive à construire sans le savoir. On les construit, c'est des schémas qu'on construit, parce que nous, on n'est pas dans la logique de l'enfant. Ils ne réfléchissent pas comme nous. Vous avez compris? Ils ne disent pas, bah oui, ils ont sûrement discuté, et puis ils se sont arrangés. Non. Ils disent, bah papa, il a gagné. Ou alors, maman, c'est maman qui a toujours raison, bah c'est elle qui a gagné. Vous avez compris? Elle ne veut rien savoir. Moi, et je le vois bien, maman, elle est toujours, elle ne veut rien savoir. Et bah finalement, voilà, papa, il est tout gentil, tout docile. Et après, on ne comprend pas, parce que les enfants n'ont pas compris qu'au final, on s'était arrangé entre temps. Et eux, ils voient le résultat, ils ne comprennent pas la logique qui va derrière. Et donc, c'est important qu'on on se dispute pas devant des enfants. D'accord? Et quand on a un problème entre nous, où on ne montre pas ce genre de choses aux enfants, que s'il y a des choses à dire, on dit écoute, d'accord, on en discutera. Mais il faut calmer là-dessus. Où il y a des sujets qui vont créer des disputes. On les évite pas, mais on n'en fait pas étalage. Ben oui, parce que qu'est-ce que font les gens? Ils ne se gênent pas. Ou alors quand ils ont été vexés une fois, ben ils en profitent pour vexer la personne. Mais on est dans la vengeance, dans la rancune, ouais, on est dans la haine. Et la Torah interdit ce genre de choses. Parce que quelque part, tu sais que ça va, que si tu haïs la personne, ça se ressent.
Il y a, quand on est, vous avez compris, si on n'est pas forcément haineux, mais qu'on voit quelqu'un qui ne nous aime pas, on va devenir haineux vis-à-vis de la personne. Ben, c'est tout à fait logique. Alors, en vérité, c'est une haine qui a été construite, malheureusement. C'est ainsi. Par exemple, je vois mon mari, il fait la tête quand il rentre dans la maison. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? En fait, je dis, ben, il y a quelque chose qui se passe, que je ne comprends pas pourquoi. Et puis, moi, ça va animer quelque chose chez moi aussi. Et je vais aussi m'énerver contre lui. Et c'est des prétextes qu'on m'a trouvés, qui sont des prétextes qui n'ont rien à voir avec la situation, mais qui vont alimenter ce terrain qu'on a construit tous les deux. Donc il faut faire attention à l'équilibre, très important. Je vous le dis une fois, que peut-être, hein, ça reste entre nous, hein, peut-être, que la haine qui est exprimée dans la Torah, qui est inconsciente, et la jalousie qui est inconsciente des frères de Yosef, elle est issue de Yaakov et de Léa. C'est-à-dire que quand Hachem a vu, parce que c'est marqué là-bas, hein, que Yaakov il aimait plus Rachel que Léa. Il va y marquer Vayehav Yaakov, Rachel, Miléa. Vayehav Yaakov, Rachel, Miléa. Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Ok? Maintenant, Vayar Hashem, juste le passage qui suit, le verset qui suit, Vayar Hashem, Tisnou Aléa, qu'elle était à Léa. Alors, Vaïftar et Rachma, il a ouvert sa matrice. Vers Rachel, la Kara, elle est restée stérile. D'accord? C'est ce que la Torah nous dit, ce qu'Hachem il a vu. Mais elle est où la haine? Il n'y a pas marqué qu'il a haïssé sa femme, mais marqué qu'il aimait moins. Non? Où est-ce qu'Hachem il a vu de la haine là où il y a un manque d'amour? Il aurait pu arriver à... Peut-être, il aurait pu arriver à la haine, peut-être. En tout cas, ça c'est une chose à comprendre. Maintenant, pour que ça se solutionne, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a permis à Léa d'avoir des enfants et Rachel, madame, elle va rester stérile. Ça veut dire qu'Hachem il a estimé quoi? Que c'est tellement grave que tu vas subir la stérilité pour que ta sœur elle soit aimée par ton mari. C'est tellement grave que tu vas subir la stérilité toi et ta sœur. Ça veut dire quoi Vaïftar en français? Ça veut dire quoi Vaïftar? Donc c'était s'il a ouvert c'était fermé. Elle était stérile ou pas Léa? Ah oui. Donc Léa était stérile. Ah bah oui, parce que Vaïftar. Je sais pas. En tout cas, c'est marqué qu'elle était stérile puisqu'il a ouvert. Donc c'est-à-dire qu'Hachem, elles étaient toutes les deux stériles. Seulement, ça valait pas le coup qu'elle reste stérile. Pourquoi? Parce que cette différence, elle va ou s'agrandir ou elle va rester. Donc pour la combler, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et c'est quoi combler? Combler, c'est de dire que, manifestement, si on avait vu ce couple-là, on aurait dit, mais ils sont manifestement parfaits, quoi. Mais en fait, Hachem, il a vu autre chose. Ce que Hachem, il a vu, en fait, c'est quoi? C'est ce qui va entamer dans l'amour de sa femme. C'est ça qu'on appelle la haine dans la Torah. C'est pas la haine qu'il ne pouvait pas l'avoir. Nous on dit la haine, pour nous la haine, il ne pouvait pas la sentir. Mais il est marqué qu'il aimait, alors c'est quoi la haine? La haine, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui va entamer dans l'amour. Par exemple, mon mari il est super, mais des fois, quand il rentre, il fait la tête, je sais pas quoi. En fait, il y a quelque chose qui va entamer, et c'est ça qu'on appelle la sina. C'est ça que la Torah a dit. Pas la synagogue. Hein. La sina, c'est la haine. C'est ça qu'on appelle la haine dans la Torah. La haine dans la Torah, c'est pas la haine que nous, on s'imagine être la haine. Parce qu'on voit bien que le texte, il dit pas ça. Non. C'est ce que Hachem, il appelle la haine, ce qu'il a vu Hachem, inconsciemment chez Yaakov, c'est ce qui fait la différence entre l'amour qu'il a vis-à-vis de Léa et celle qu'il a vis-à-vis de Rachel. Il y a une différence. Cette différence, elle est perceptible chez lui, mais intérieurement. Qu'est-ce que voulait Hachem? Il voulait combler ça, il voulait effacer ça, il voulait balayer ça. Donc il a fait, si maintenant elle tombe enceinte, Léa, et qu'elle lui procure le bonheur d'être père, ça va forcément balayer cette différence. C'est ce qu'Hachem voulait. Mais c'est ce qui s'est passé, hein? Hein? Alors c'est marqué comme ça. Il a réussi à l'aimer finalement. Hein? Attendez, juste avant que je m'énerve. C'est comme ça. Non, tu t'énerves pas. Non, mais c'est parce que ça ne marchera pas. C'est comme ça. Comment elle appelait son premier enfant, Léa? Réhouven. Le deuxième. Troisième. Lévi. Bon, le premier, elle a appelé Rouven, pourquoi? Elle a dit. Réhou, Dieu m'a Donc Dieu a vu ma souffrance. Dieu a vu ma souffrance. Donc elle a été à la mairie, elle a dit, vous l'appellerez Réhouven parce que Dieu il a vu la souffrance que j'ai avec mon mari. Merci beaucoup. Merci. Donc Réhouven. Le deuxième, Shimon. Shama, Kisnu Anochi, je suis haï par mon mari. Alors j'ai été à la mairie, je l'ai appelé et j'ai dit à mon mari, il m'a dit, mais comment tu l'as appelé le deuxième? Je l'ai appelé Shimon. Ah, c'est un beau prénom, pourquoi? Parce qu'Hachem il a entendu que j'étais haï par mon mari. Et le troisième, pourquoi?
Ou là, il n'y a pas âme. Peut-être cette fois-ci, il avait Ishi, mon mari m'accompagnera. Lévi, c'est-à-dire Lévaya, il m'accompagnera. C'est marqué dans la Torah, ça. Donc elle a appelé ses enfants au nom de quoi? De sa souffrance de couple. Mais est-ce que vous croyez consciemment qu'une femme, elle peut faire ça? Bon, est-ce que Léa, elle peut faire ça? Non plus. Donc c'est quoi là? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc elle a dit, en fait ce qu'elle a dit, elle a appelé Léa ses enfants avec une raison qui est la sienne, mais la Torah, elle a traduit ça comme ça. Oui ou non? Donc ça veut dire que ça a été solutionné ou pas? Ben dites non. Dites non. Très très bien. Non, moi non plus. C'est pour ça qu'elle a appelé les enfants. Donc c'est-à-dire qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que, est-ce que c'est conscient chez Yaakov? Non. Est-ce que ça va se manifester chez les enfants? Oui. Hachem, il a tout fait pour que ça s'arrange. Mais Parce que pour eux, donc pour les enfants. Parce que si je solutionne les parents, je solutionne les enfants. Mais parce que les parents n'ont pas solutionné ce problème de difficulté. Pourquoi c'est les enfants de Léa qui ne vont pas supporter les enfants de Rachel? Expliquez-moi ça. Parce que ce qui a marqué dans la paracha de Vaïchev, dans la qu'ils ne se supportaient pas, c'est déjà anciennement déjà entériné par les parents. C'est pour ça qu'il y a un report, vous avez compris? En fait, on engendre ce que nous sommes. Donc là, dans la fratrie, il peut y avoir des... Comment ben, on les découvre, en fait, on les découvre, mais en vérité, on les avait. Si on en a conscience, on va pouvoir les aider, parce qu'ils n'ont pas été finalisés. Et les aider, ça veut dire comprendre comment faire au mieux pour qu'ils les acceptent. En quoi parce qu'eux, ils vivent ça comme une difficulté. Nous, il faut qu'on leur apprenne, on leur apprend, comme Hachem il a voulu faire, en disant, écoute, je vous explique un truc. Mettez-vous à la place de Yaakov Avinu. Bon, il aime Rachel, mais il aime un peu moins Léa. Bon, et mais qu'est-ce qui se passe, c'est que Rachel, elle n'a pas d'enfant, madame. Et Léa, elle a des enfants. Bon, mais Hachem, il s'est juste trompé, parce que c'est pas d'elle que je voulais, c'est d'elle que je voulais. Donc Hachem, il m'a posé un problème. Comment? Alors, je vais dire en arabe. Je rigole. Non. Elle m'a pris au mot. Je vous aide. Je vais dire comme ça. Yaakov, lui, c'est pertinemment que sa femme, c'est Rachel, sa femme. Bon, il a dû épouser Léa, mais c'est sa vraie femme, c'est Rachel. Mais non. Sa vraie, c'est Rachel. Mais non, il espérait de qui, à votre avis, d'avoir des enfants? Et ce qui se passe? C'est Léa. Bon, c'est ce qu'il espérait? Non. Donc il dit, il s'est trompé de tuyau. C'était en face, c'est ça qui se passe. En fait, pourquoi il a fait? Donc moi, ça me pose un problème, moi je suis Yaakov. Mais Hachem, il m'a posé un problème, parce que je lui ai expliqué, ça fait 50 fois que je lui dis d'aller voir un gynéco. Non, mais elle ne comprend pas. Bon, je vais rentrer en conflit avec elle. Mais en fait, Hachem, moi, ce qui était pour moi un problème était une solution. Moi, j'ai eu juste un problème. Mais comment il a fait que... Pourquoi c'est Rachel qui n'a pas d'enfant et c'est Léa qui a des enfants? C'est pas normal. En fait, ça pose un problème. Ben oui, mais en vérité, c'était une solution pour Yaakov. Parce que s'il a eu des enfants avec Léa, et que ça va combler ce manque d'amour qu'il a vis-à-vis d'elle, il va devenir fier d'être père grâce à elle. Ce bonheur qu'il a eu grâce à elle, il va l'aimer comme il l'a jamais aimé avant. Non, mais c'est pas ça mon problème. Essayez de comprendre que Hachem, il a proposé une solution à un problème. Ben pour moi, c'est un problème, et pour Hachem, c'était une solution. Mais il faut que je le comprenne comme une solution, pas un problème. Donc j'aurais dû faire quoi? Moi, je suis d'accord avec nous, j'aurais dû faire quoi? Être joyeux, être content. J'aurais dit, je vis l'événement comme il arrive. Bien sûr. J'ai dit, merci ma femme, merci machin, et je l'aurais aimé. C'est Hachem qui a décidé, je l'aurais aimé comme ça. Et ça aurait comblé, et ça aurait peut-être permis de combler ce qui était manquant au départ. J'aurais mis sur le même pied l'égalité. Vous avez compris ce qui se passe? Et comme ça n'a pas été forcément accepté, parce que ça n'a peut-être pas suffi ou ça n'a pas été accepté, d'où les prénoms, etc. Vous avez compris? Mais ça veut dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que la Torah les dénonce comme ça, parce que c'est leur problème dorénavant, c'est ça. Ça veut dire d'arriver à être aimé par ceux qui sembleraient ne pas les aimer. Je sais pas moi, mettez-vous à la place de Yosef. Bon, Yosef, il raconte son rêve. Bon, son père, il dit qu'il est brillant, intelligent, il lui offre une quête de passé, il lui prend la Torah. Bon, on est des gens très intelligents, on est fiers d'être les enfants de Jacob, mais Yosef, il est spécial, hein. Il est au-dessus de nous. Bon, vous êtes fiers de votre frère ou vous êtes haineux vis-à-vis de lui? Entre nous. Vous êtes fiers, on est une famille fantastique, on a un frère exceptionnel. On est fiers d'être une famille. Fiers ou on est ah, il faut l'éliminer. Buvez, éliminer. On est fiers. Et pourtant, on n'est pas dans un terrain de fierté, on est un terrain de jalousie et de haine. Comment c'est possible? Pourquoi le terrain, il est jalousie et haine et pas fierté?
Parce qu'il y a un terrain. Il y a un terrain fertile à ça pour dire et comment tu parles, comment tu. Mais pourquoi j'ai réagi comme ça et pas réagi? C'était tous des sadikim. Pourquoi on n'a pas réagi de façon positive? Parce que quelque part, il y a un terrain peut-être, il y a un terrain à ça. C'est pour ça que nous, on est obligé de faire que le terrain il soit praticable avec nos enfants. Vous avez compris? Quand ça sonne, c'est kol simcha, toujours la simcha, toujours. C'est ça, c'est ça. Vous avez compris? C'est ça, c'est ça. Donc c'est-à-dire que c'est ça. Donc il faut qu'on crée un terrain. Ah, c'est un métal. Ok. Alors, vous avez compris ou pas? Oui. C'est ça. Il faut faire attention au terrain, Dans la fratrie, c'est pour ça tout qu'il y a ça, des la différences fraternité. dans la Je vous ai fratrie. dit la fois dernière. La maquette. À cause de ça, Oui, la fraternité. Je vous ai dit la fois dernière, dans le cours de la semaine dernière, oui. il y a eu les ténèbres. D'accord? Les ténèbres. C'est marqué que l'Oraou, il y avait les ténèbres. L'Oraou, Ish et Achiv. Ça veut dire en français, il ne voyait pas un homme, De son frère. son frère. Son frère? Achiv, son frère. Il ne voyait personne. Non. Bah oui, vous avez raison, mais il devait. Pourquoi la Torah dit un homme ne voyait pas son frère? Mais non, il voyait pas. C'est pas son frère, il voyait personne. Parce qu'on distingue le frère avant tout. Ah, ça. Attendez, est-ce qu'il y a une différence entre vous, entre votre voisin et votre frère? Bah, bien sûr. Évidemment. Mais même son frère, il ne voyait pas. Pourquoi il a marqué son frère? Sa propre fratrie. Très bien. Ça veut dire qu'en vérité, même la fraternité avait disparu. On ne la voyait plus. On avait tellement d'intérêt personnel que même son frère, on n'était pas préoccupé par son problème. Tellement on était aveugle de ses intérêts personnels. C'est ça les ténèbres. Et les ténèbres, en vérité, qu'on voyait là-bas, c'est Mida Kenegen Mida. Vous savez comment Hachem il procède? Mesure pour mesure. Mais si Hachem il a proposé que même ils ne pouvaient pas voir leurs frères les Égyptiens, c'est qu'il y avait une telle forme d'égoïsme intérieur, d'intérêt personnel, qu'on n'était pas capable de voir que mon frère il était en difficulté, en souffrance. Même mon frère, alors imaginez-vous les autres. Mais c'est ça les ténèbres. Vous avez compris ce qui se passe? Moi je veux pas qu'il y ait de ténèbres. Je veux que mes enfants ils soient respectueux les uns des autres. Alors au début ils vont se tirer les cheveux. D'accord? Ils vont s'arracher les cheveux, ils vont se bagarrer, ils vont être les plus forts, mais c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas le cerveau qui va avec le corps. Donc c'est normal qu'ils vont se disputer. Parce que si je suis ton grand frère, tu me respectes. Mais si un jour mon petit frère il me dit un jour, écoute, je ne serai pas là à ton mariage. Pardon? Maintenant que tu es un adulte, c'est impossible, je te paye le billet. Je te paye la course, il faut que tu viennes. Avant, je t'arrachais les cheveux, hein. Mais là, si tu moi, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu m'as arraché les cheveux, où tu peux pas me voir? Si je t'avais dit avant, je viens pas te marier, je viens pas. Ne viens surtout pas. Et là, tout à coup, il faut absolument qu'il vienne et il prête tout pour qu'il prête changer la date. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La fraternité. C'est-à-dire qu'on a construit, il faut qu'on soit capable de mettre des valeurs dans notre famille. Mais les valeurs, ce sont déjà les valeurs des parents. Est-ce que vous vous respectez les uns les autres? Parce que si je ne peux pas respecter la femme de ma vie, ou le mari qui est celui que j'ai choisi, comment voudriez-vous que les valeurs elles soient respectables aux nos enfants? Vous avez compris ce qui se passe? Donc on n'a pas le droit de déformer ces valeurs. On n'a pas le droit de proposer quelque chose qui est antinomique avec ce que nous on veut créer. Donc il faut construire des valeurs dans notre... On étudie la Torah pour comprendre ça. Vous avez compris? Ils n'ont pas pu voir leur frère. Comment c'est possible? Et à part ça, pourquoi ils n'ont pas pu voir? Ben, évidemment qu'ils ne pouvaient pas voir, c'était les ténèbres. Pourquoi nous préciser quelque chose qui était une évidence? Non, c'est Parce qu'on veut nous apprendre quelque chose. On est même capable de ne plus même voir ses frères. Ça veut dire que vous avez compris ce qui se passe? Nous, on ne veut pas de ça. Donc ça se construit en famille déjà. Quand tradition, il y a des problèmes d'héritage, Oh là là, la histoire. c'est des préserves. Voilà. Et dès qu'il y a de l'argent, c'est fini. Ça pourrit tout. Ça pourrit tout. C'est-à-dire, ah, il a plus que moi, blablabla. Et ça fait 25 ans, je peux plus avec ma soeur parce que mon père il a offert ça et moi j'ai pas eu ça. Et le partage n'a pas été équitable. Pour de l'argent, vous imaginez, c'est là qu'on voit les malheurs. Vous avez compris ou pas? Mais qu'est-ce que c'est que de l'argent devant la fraternité, devant tes frères et tes sœurs? Comment? Mais c'est ce que je vous explique. Il faut créer ça. Il faut absolument créer ça. Pourquoi c'est important de créer? Pour deux raisons. Un, parce que ils vont pouvoir, Baruch Hashem, puiser de ce qu'ils ont créé entre eux. Parce que demain, on n'est pas seulement les amis, les frères de nos frères et sœurs, on peut accompagner les autres parce qu'ils sont aussi nos frères. Mais d'où je sais, parce que je peux puiser de ce que je sais faire avec. Ok. Si je suis un bon père, je peux permettre à mon fils de dire un jour Hachem, Avinu Malkenu. Parce que mon père, c'est pas le bon Dieu, je vous rassure, d'accord? Mon père, c'est pas le bon Dieu. Mon père, c'est mon père, je le connais mon père. Mais si j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas un bon père, alors comment voudriez-vous que mon fils, il arrive à dire Avinu? C'est impossible. Ça va? Parce qu'il ne va pas comprendre qu'est-ce que
Je ne sais même pas ce que mon père il m'apporte. Alors qu'est-ce que je demande à mon père Hachem? Donc on est obligé d'être des bons parents pour permettre à nos enfants de considérer qu'Hachem il est aussi mon père. Et quand je m'adresse à lui, comme à mon père. Mon père, quand j'ai un problème, je vais le voir. Quand j'ai besoin d'un confident, je vais le voir. Quand j'ai besoin de, je vais le voir. Et c'est gratuit. Quand vous allez à la boulangerie, il faut payer. Quand vous allez acheter des vêtements, il faut payer. Quand vous allez acheter une voiture, il faut payer. Mais quand je demande à papa, c'est gratuit. Vous avez compris? J'ai le droit de demander gratuitement à Hachem. J'ai le droit. Ça veut dire que c'est cette relation parentale qui a permis ça. Mais si je suis un mauvais papa ou une mauvaise maman, des fois on conjugue la vie au féminin avec Hachem, on dit le Shabbat c'est féminin et la semaine c'est masculin. C'est bizarre, hein, masculin. Parce qu'il y a comme une notion féminine chez Hachem, une notion masculine chez Hachem. Et donc c'est à ça. Et donc il faut être capable de construire ces valeurs. On transmet ces valeurs à nos enfants. Je veux que mes enfants ils ressentent ça. Je veux qu'il y ait de la fraternité entre eux. Je veux qu'il y ait des liens qui se créent entre eux. Je veux absolument ça. Et ça, il faut faire attention dans le monde moderne, parce que c'est le monde inversé. On est dans le monde de l'égoïsme, on est dans le monde de la gratitude, on est dans le monde de tu es le plus fort, tu es le monde de il faut que tu réussisses, il faut que le monde de... Et ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde qui est un monde pour moi de shaker, dans le sens où c'est un mensonge, parce que tu ne crois pas que tu réussiras seul. Parce que même quand tu crois que de toute façon j'exploite les autres dans l'intérêt de soi, à un moment donné ça va se révolutionner. C'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas dans l'imposition, on est dans le partage. Et chacun, on a tous une façon de concevoir, ou bien on a tous des facultés qui, si on était capable de l'additionner, on pourrait faire quelque chose de magnifique. C'est un peu ça l'arc-en-ciel. Tu vois, il n'y a pas que le rouge, il n'y a pas que le vert. Il y a le rouge, le vert, le jaune. Tu vois, l'association c'est beau. Quand on est associé, c'est beau à voir. Quand on n'est pas associé, finalement, c'est pas très beau à voir. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est important que vous soyez capables, on soit tous capables en couple, de s'associer déjà tous les deux. Et après qu'on est d'accord sur les principes, et quand on n'est pas d'accord, on en discute, pour ne pas qu'il y ait d'écart avec nos enfants. Un, parce qu'ils vont être décalés par rapport à ce que nous on espère, et deux, on va montrer un exemple de décalage personnel. Et après, on va créer en fait le conflit interne, parce qu'on n'est pas épanouis tous les deux déjà. C'est important qu'on renvoie une image d'épanouissement, et pas une image de conflit, et pas une image de fracture, et pas une image que maman elle est maman, papa il est papa, mais jamais elle reste maman, il reste papa, et jamais, on n'a pas l'impression qu'il y a du shalom entre eux. Shalom, ça veut dire qu'on est capable de conjuguer nos deux expériences pour faire un corps solide. Alors que, parce qu'on est toujours en train de se disputer. Et donc, on a des contradictions évidentes, et deux, ça donne pas envie. Ça donne pas envie de se marier quand papa il s'énerve toute la journée, et maman elle le jette toute la journée, et quand il rentre, c'est la guerre. Et les enfants ils subissent combien de temps? Et après on peut arriver au divorce à cause de comment on va faire subir à nos enfants? Alors on divorce. Vous avez compris? Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Justement, il fallait pas divorcer pour que tu t'engages à pouvoir changer. C'était la dernière pression qui te restait, c'est les enfants. Je dis, pour ne pas les faire souffrir, on va divorcer. Mais c'est l'inverse. Ou bien, puisqu'on est différent et qu'on ne s'entend pas, on va divorcer. Mais t'as rien compris, ma chérie. C'est l'inverse. C'est maintenant que tu as découvert que j'avais un problème. C'est comme ça qu'un homme devrait raisonner. Une femme devrait raisonner. Maintenant que tu sais que j'ai un problème, c'est là que notre avodat Hashem, elle démarre. C'est pas qu'elle s'arrête. Elle démarre. Quand tu as compris qu'il y a un problème, eh ben, essaie de l'aider à solutionner ton mari. Ou bien l'inverse. Voilà. On est dans le partage, on est dans la fraternité, on est dans l'envie d'aider. On n'est pas dans l'envie de dire je me débarrasse parce que je souffre de la situation. Non. Autant un homme, il peut voir dans sa femme des défauts, mais il faut l'accepter au départ. Au Ev et Tatorachot, il faut aimer les reproches, ça veut dire il faut aimer, avoir le désir de se savoir. On est toujours. Le travail de couple, c'est un travail de midot. Et les midot, les qualités humaines, les vertus, c'est l'essentiel de l'existence. Vous allez voir que toutes les fautes, elles sont répertoriées comme un problème de midot. Dans la Torah, vous allez voir, quand Jacob il va faire des reproches à ses enfants, il va dire Arur Apam. Il va dire que soit maudite la colère. Mais non, et mon fils, qu'est-ce qu'il a été faire d'aller tuer de détruire la ville de Shrem? Il faut que je lui explique que ça ne se fait pas de détruire la ville de Shrem. Il dit non, c'est pas ça le problème, c'est la colère. Vous avez compris ce qu'il veut dire? C'est les midot en fait. Midot, c'est très important. Quand Eliezer il a été chercher une femme pour Israël, il n'a pas dit faut qu'elle soit Yerushalayim, il a dit il faut qu'elle soit Bal Chesed. Parce que si tu as des bonnes midot, tu seras forcément Yerushalayim. Mais c'est pas parce que tu es Yerushalayim qu'il y a des bonnes midot. Vous avez compris ça? Donc c'est les midot l'essentiel. Donc ça se travaille en couple, ça. Ça se travaille en couple, c'est très important. Parce que pourquoi? Parce que c'est une centrale nucléaire. Soit ça crée de l'énergie, soit ça explose. Parce qu'il y a du Yetzirah dedans, parce que c'est l'essentiel de votre vie. Donc l'essentiel c'est votre couple et vos enfants. Après le reste c'est du
Bah oui, il faut bien manger, il faut bien boire. Mais l'essentiel de votre préoccupation essentielle, c'est votre mari et c'est votre couple et vos enfants. Il faut que ça réussisse, il faut qu'on réussisse. Parce que quand ils seront partis après, hein, ils vont tous se marier, on ferait quoi? On va jouer au ping-pong? Donc il faut qu'on soit un couple solide. Vous connaissez cette blague? Il y a deux vieillards qui sont venus voir un rave, 97 ans et 95 ans, et il vient voir, il dit, écoutez, Ram, vous voudrez divorcer. Il dit, pourquoi 95 ans? 97 ans, 95 ans, vous voulez divorcer? Mais ce qui s'est passé, ça fait des années qu'on veut divorcer. Et alors? Ben, on attendait que les enfants meurent. Bon. Elle est horrible cette histoire. Et il y a des gens qui disent, on attendait que les enfants se marient. Non, je rigole, c'était une blague. Et vous avez compris? Non, mais c'est comme ça que les gens raisonnent. Ils attendent que ça s'arrête. Mais c'est-à-dire, faut pas. Justement, c'est un prétexte pour changer, c'est pas un prétexte pour. Moi aussi, je ne m'attendais pas. Bah non plus. Alors on y va, Khazak, merci.